il n'y a pas que les personnages des mystérieuses cités d'or qui sont à la recherche de ce précieux métal. Au Pérou, depuis une vingtaine d'années, le pays connaît une véritable ruée vers l'or. Une activité payante, mais qui décime les écosystèmes en plus d'empoisonner les populations. Que peut-on faire pour assurer la protection de l'environnement et de la population? C'est le sujet de cette Minute Éclair. Pourriez-vous nous présenter le contexte ayant mené au régime juridique de formalisation? Le Pérou est le 6e producteur d'or au monde. Mais contrairement à des pays comme le Canada ou les États-Unis, la production s'y est faite surtout de manière artisanale. J'en ai discuté avec René Branchot, avocat spécialisé en droit minier et des ressources naturelles et qui représente des entreprises minières qui œuvrent au Pérou. Ça s'est développé énormément, surtout au début du 21e siècle, donc le siècle en cours, quand le prix de l'or a augmenté beaucoup, passant d'environ 200 $ l'once à plus de 1500 $ 10 ans plus tard. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont dit qu'ils pouvaient exploiter l'or. Ça commençait à valoir la peine, même avec peu ou pas d'équipement et des moyens très rudimentaires. Et semble-t-il que les montagnes au Pérou les Andes sont reconnues pour contenir beaucoup de minerais aurifères. Alors, il y a semble-t-il, des centaines de milliers de personnes qui se sont mis à littéralement creuser la terre pour sortir des onces d'or dans la roche. Et ils se sont mis, ces gens-là, à exploiter eux-mêmes avec les moyens du bord, souvent des produits chimiques extrêmement dommageables comme le mercure. Ils se sont mis à exploiter des petites réserves, littéralement au pic et à la pelle. Une activité économique importante donc, mais dangereuse pour la population et dont le contrôle échappe au gouvernement péruvien. Par contre, l'État n'a pas voulu interdire l'activité pour des raisons évidentes. C'est devenu le mode de vie pour, encore une fois, semble-t-il, des centaines de milliers de personnes. Et le gouvernement péruvien a constaté ça, ne voulait pas nécessairement mettre fin à ça parce que ça fait vivre des centaines de milliers de familles. Alors, le gouvernement a entrepris un processus de formalisation pour inciter les mineurs artisanaux à s'enregistrer auprès, entre autres, du ministère du Revenu, du ministère des Mines, etc., pour que l'activité devienne régie par la législation, la réglementation. Quels sont les principaux éléments à retenir de ce régime juridique? Réglementer leur paillage quand le gouvernement ne connaît même pas le nombre de mineurs, ça peut ne pas être simple. Alors, comment l'État encadre-t-il cette activité? Plutôt que d'interdire le minage artisanal, le Pérou a forcé les mineurs à se formaliser en obtenant des permis d'exploitation. C'est vraiment d'intégrer des mineurs artisanaux pour qu'ils paient les impôts comme tous les travailleurs. C'est aussi d'assurer la protection de l'environnement. C'est aussi d'adopter des normes afin de réduire les risques reliés à l'exploitation minière, les risques sur la santé ou la sécurité des travailleurs et de leurs familles. Quelles sont les avancées et les limites de cette législation? Une législation qui vise la formalisation plutôt que l'interdiction, ça présente bon nombre d'avantages. Tout le monde y gagne. D'abord, les gens, leur productivité est beaucoup plus importante puisqu'ils se contentent de sortir l'or de la terre. L'envoi dans une usine qui en extrait vraiment beaucoup plus. Le taux de récupération, au lieu d'être de 30-40 %, est rendu dans les 80-90 %. Et encore une fois, c'est mieux pour l'environnement parce que ça se fait pas dans des conditions comme les mineurs artisanaux le faisaient il y a encore 10-15 ans. Et malgré ces limites, le chemin de la formalisation était peut-être le seul possible, dû à la situation géographique du Pérou. C'était pratiquement impossible compte tenu de la superficie et de l'inaccessibilité des propriétés. C'était pratiquement impossible de l'interdire. C'est toujours possible d'envoyer la police pour faire fermer une mine, mais 2 jours après, ça va être réouvert. Alors, c'est beaucoup mieux de faire
ce que le gouvernement péruvien a entrepris de faire. L'orpaillage illégal d'or au Pérou n'a pas disparu, mais la réglementation des activités minières fait évoluer les pratiques. Les travailleurs trouvent désormais plus facilement des entreprises pour acheter puis transformer le minerai. Ils travaillent également dans de meilleures conditions sanitaires et de sécurité. Les entreprises qui transforment ce minerai peuvent s'approvisionner auprès de mineurs déclarés. L'équipement industriel dont elles disposent permet également d'obtenir un taux de récupération nettement supérieur à ceux des mineurs artisanaux utilisant un équipement rudimentaire. Les écosystèmes et les populations riveraines bénéficient de normes de protection de l'environnement et l'État récolte des revenus fiscaux. Le Pérou n'est pas le seul État où l'exploitation minière s'exerce de façon artisanale. C'est également le cas dans d'autres pays d'Amérique du Sud et d'Afrique de l'Ouest qui n'ont pas encore entièrement réglementé ce secteur. Le Pérou pourrait donc inspirer ces États. N'est-il pas intéressant de voir que le droit peut contribuer à organiser des relations où chacun y trouve son compte ?